Alors, Ilan, je te mets animateur, comme ça tu peux partager ton document. En attendant, j'introduis un peu. Donc aujourd'hui, deuxième cours de BioC que vous avez. Kadiran a introduit mardi dernier, enfin mardi. Je rappelle que toutes les vidéos qui sont sur YouTube, sur en BioC, il y a toute la BioC. Et c'est moi qui les ai faites à l'époque. Donc, vous pouvez les voir, les revoir, les re-revoir. C'est très, très important parce que c'est en revoyant les choses que vous allez commencer à comprendre, sachant que, comme j'ai dit tout à l'heure au groupe, c'est que la biocé, avant d'avoir vu au moins 6 7 chapitres, vous n'allez pas encore bien comprendre. L'idée, c'est d'en faire le plus possible pour avoir le maximum de liens entre les schémas. C'est ce que Ilan va vous faire un peu aujourd'hui. Et donc, voilà. Donc, pas d'inquiétude, on va revoir tout ça la semaine prochaine. Et tout va aller bien. Ilan, juste tu acceptes les gens qui sont en salle d'attente, s'il te plaît. Allez, ça va, pas de souci. C'est tout bon? Tout est bon normalement. Merci. Dès qu'il y a quelque chose dans la salle, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous m'entendez bien, parce que des fois j'ai des petits problèmes de connexion, mais normalement ça va. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. J'espère que vous êtes d'attaque aussi maintenant pour attaquer un petit peu. Donc, comme l'a dit Dan tout à l'heure, la biologie cellulaire, c'est pas une matière qu'on comprend de suite. L'objectif, c'est que au fur et à mesure des cours, vous essayez de comprendre un maximum de choses. Donc là, je suis là aujourd'hui pour vous faire la deuxième partie de membrane plasmique. Hier, j'ai vu que Dan nous a fait la première partie. Si vous avez des questions sur la première partie ou sur la deuxième qu'on va faire de suite, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Alors, tout d'abord, j'ai vu qu'hier, vous avez commencé tout ce qui était adhérence intercellulaire. Donc, l'adhérence entre deux cellules, et elle est régie par ce que l'on appelle des glycoprotéines, donc c'est-à-dire des protéines associées à un sucre, notamment à l'aide de CAM pour une adhérence intercellulaire. Donc, lorsqu'on va avoir une adhérence entre deux cellules différentes ou identiques, on va avoir notamment des CAM qui vont être mis en jeu. C'est pour tout ce qui est adhérence intercellulaire. Attention, il ne faut pas confondre l'adhérence intercellulaire et l'adhérence de la cellule avec la matrice extracellulaire, parce que la cellule et la matrice extracellulaire, l'adhérence, elle est régie par des SAM. Donc, il faut faire attention. L'adhérence intercellulaire, c'est par des CAM, et l'adhérence cellule-matrice, c'est par des SAM. Donc, il existe 4 types de molécules pour assurer l'adhérence. On va avoir notamment des immunoglobulines que l'on a là. On va avoir des immunoglobulines que l'on a là. On va avoir des cadérines. On va avoir des sélectines et on va avoir des intégrines. La principale caractéristique de ces molécules, c'est qu'elles sont toutes calcium dépendantes, sauf les immunoglobulines qui, elles, sont calcium indépendantes. Donc, c'est-à-dire que pour qu'ils fonctionnent dans leur milieu, il faut qu'il y ait du calcium. S'il n'y a pas de calcium, l'adhérence ne peut pas se faire. Donc, c'est-à-dire que là, si j'ai du calcium ici, entre mes deux cames, et que par exemple j'ai une intégrine, l'intégrine c'est celle-ci, j'ai une intégrine, eh ben, je vais pouvoir avoir une adhérence parce qu'il y a du calcium dans le milieu. Cependant, si je vais avoir une adhérence qui est régie par deux immunoglobulines, calcium ou pas, je vais quand même avoir une adhérence, car je vais quand même avoir une adhérence, car tout simplement, j'ai pas besoin de calcium dans mon milieu. OK? Donc, elles sont toutes calcium dépendantes, sauf l'immunoglobuline, qui est celle-ci. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les immunoglobulines, les sélectines, les cadérines et les intégrines sont toutes des glycoprotéines. Et qu'est-ce qui va se passer en fait lorsqu'il va y avoir une interaction entre deux CAM ou une interaction avec des SAM? Cela va engendrer ce que l'on voit ici, des signaux. Ces signaux vont être à l'origine d'action sur le noyau, sur le cytosquelette ou sur le métabolisme cellulaire. Donc, c'est-à-dire que lorsque je vais avoir une interaction entre deux CAM ou avec des SAM, des signaux vont aller agir sur mon noyau pour pouvoir arrêter, par exemple, le phénomène de transcription. Donc, lorsqu'une protéine, par exemple,
arrive du cytosol. Le cytosol, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule, hormis le noyau. Pas du cytosol au noyau. C'est lorsqu'une protéine va du cytosol au noyau. C'est ce que l'on appelle un facteur de régulation de la transcription. Comme vous avez vu au premier semestre, il y a l'ADN qui est dans le noyau. La transcription va pouvoir permettre notamment de former l'ARN messager. Et l'ARN messager va subir le phénomène de traduction dans le cytoplasme pour pouvoir avoir la protéine. Mais lorsqu'une protéine retourne au noyau, donc c'est ce qu'on appelle un facteur de régulation de la transmission, ça veut dire que la protéine elle va lui dire stop, arrête de produire de l'ARN messager, on est déjà beaucoup à l'intérieur du cytosol. Donc ça, c'est pour les signaux au noyau. Pour les signaux au cytosquelette, c'est quoi le cytosquelette? C'est le squelette de la cellule. En gros, c'est grâce à ce cytosquelette-là que la cellule elle va avoir une forme caractéristique. Par exemple, elle va avoir ici une forme ovale, une forme ronde. Donc, c'est grâce à ce cytosquelette-là que ma cellule va avoir un certain aspect, ou c'est grâce à ce cytosquelette que, comme on va voir tout à l'heure, qu'il va y avoir mouvement de vésicule. Par exemple, ici, hop, attendez, je vous montre. Il va y avoir, bon, par exemple, ça, c'est grâce au cytosquelette que ma cellule a une forme caractéristique. Hop, et voilà, lorsqu'on va avoir un mouvement de vésicule, comme ça, par exemple, c'est grâce au cytosquelette que la vésicule va bouger. Donc, le cytosquelette, il faut absolument qu'il soit là à l'intérieur de la cellule. Donc, par exemple, lorsqu'il va y avoir un signal qui va être transmis au cytosquelette, la cellule va pouvoir avoir une modification de conformation. Ou enfin, les signaux vont pouvoir aboutir à des métabolismes cellulaires. C'est quoi un métabolisme cellulaire? C'est comme la glycolyse ou encore le cycle de Krebs. Donc, on voit en fait que l'adhérence intercellulaire ou l'adhérence entre les cellules et la matrice sont à l'origine de signaux qui vont agir sur différentes parties de la cellule. Ok. Ce phénomène-là, ça s'appelle le phénomène de transduction mécanochimique. C'est quoi un phénomène de transduction mécanochimique? C'est lorsqu'on va venir transformer un signal mécanique, donc un phénomène d'adhérence, en un signal chimique, donc les signaux. Et cette transduction mécanochimique-là, elle utilise notamment des protéines G monomériques. Vous verrez au fur et à mesure des chapitres qu'il existe différentes protéines G monomériques et trimériques. Et il y a des protéines G, il y a protéines périphériques et protéines kinases. Donc c'est grâce à ces trois types de protéines-là que le phénomène de transduction mécanochimique est mis en place. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter, hein. Donc maintenant, ok. On vient de dire que lorsqu'il y avait une adhérence intercellulaire, on avait quatre types de molécules, les immunoglobulines, les sélectines, les cadérines et les intégrines. Là, on va étudier les immunoglobulines, donc on va les noter les IG. Donc, elles ont pour caractéristique les boucles qui sont en extracellulaire. Ok, il n'y a que ces protéines-là, enfin ces protéines d'adhérence qui ont ces boucles en extracellulaire. Leur nombre est variable, donc on n'a pas un nombre précis. Et elles sont stabilisées, comme vous le voyez ici, par des liaisons de disulfure, donc des ponts de disulfure. Ok, donc c'est comme ça, elles sont stabilisées en extracellulaire par des liaisons de disulfure. Elles ont une extrémité N terminale, donc c'est bien une protéine parce qu'une extrémité N et C terminale, donc une extrémité N terminale en extracellulaire et une extrémité C terminale en intracellulaire. Elle peut interagir avec d'autres immunoglobulines et elle peut également interagir avec d'autres molécules de la matrice ou de la lame basale. Vous verrez, c'est quoi la lame basale? C'est une zone plus particulière de la matrice extracellulaire. Mais en fait, lorsqu'elle va interagir entre deux molécules de la superfamille des IG ou des molécules de la matrice extracellulaire, il n'y a pas besoin de calcium à l'intérieur parce qu'elles sont calcium indépendantes. Cependant, si elle veut interagir avec des intégrines, donc une liaison entre des immunoglobulines et des intégrines, il faut absolument qu'il y ait du calcium à l'intérieur parce que les intégrines sont calcium dépendantes. Les immunoglobulines, elles, n'en ont pas besoin, mais pour faire fonctionner les intégrines, il faut qu'il y ait du calcium à l'intérieur de mon milieu. Ou sinon, ça ne peut pas marcher. Par contre, ce qui est important de retenir, c'est que les immunoglobulines peuvent être clivées. Donc, clivées, c'est-à-dire coupées par des protéases. C'est quoi une protéase? En fait, c'est une protéine qui va venir cliver, enfin couper une autre protéine de la famille des ADAM et des MMP. Donc, lorsqu'il va y avoir une, une interaction entre différentes molécules, comme je l'ai dit tout à l'heure pour des CAM et des SAM, enfin, il faut savoir que les immunoglobulines, ça fait partie des CAM et des SAM.
ça va aboutir à la transduction mécanochimique. Donc, ça va faire intervenir les protéines G monomériques, les protéines périphériques et les protéines kinases. Et lorsqu'il va y avoir l'interaction, ça va aboutir à différents signaux. Donc, ça va agir notamment sur le cytosquelette, sur le métabolisme cellulaire, comme on l'a dit tout à l'heure, et sur le noyau. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez un problème. Donc là, on est au niveau des immunoglobulines. Ce qui est important de retenir, c'est qu'elles sont déjà ancrées à la membrane plasmique. Elles sont présentes de manière constitutive dans la membrane plasmique, c'est-à-dire qu'elles sont tout le temps présentes. Pareil pour les cadérines. Les cadérines sont tout le temps présentes à la membrane plasmique. Elles, comme vous pouvez le remarquer, elles n'ont pas de boucle comme les immunoglobulines, mais elles sont un peu courbées en extracellulaire. Donc, elles ont pareil, une extrémité N terminale extracellulaire et une extrémité C terminale en intracellulaire. Elles peuvent aussi être clivées par des protéases de la famille des ADAM et des MP, et elles peuvent interagir également avec d'autres cadérines et avec des intégrines, à la seule et unique condition qu'il y ait du calcium dans le milieu. S'il n'y a pas de calcium dans le milieu, elles ne peuvent pas interagir car elles sont calcium dépendantes, autant pour les intégrines que pour les cadérines. En intracellulaire, elle va plutôt agir, elle va plutôt interagir, donc avoir une interaction avec la plaque dense des jonctions adhérents. On va voir c'est quoi une jonction adhérent. Donc c'est un type de jonction intercellulaire. Et attention, les cadérines ne sont pas présentes au niveau du pôle apical de la cellule. Le pôle apical de la cellule, c'est vraiment le pôle le plus haut de ma cellule. OK? Et elles sont présentes de manière constitutive. Pareil, en intracellulaire, lorsqu'il va y avoir une interaction entre les deux, il y aura un phénomène de transduction mécanochimique. Maintenant, pour les sélectines, attention, ce qui est différent par rapport aux immunoglobulines et par rapport aux cadérines, c'est qu'elles ne sont pas présentes de manière constitutive à l'intérieur de ma membrane plasmique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un signal, soit mécanique, soit chimique, qui vient faire agir sur, enfin, qui vient agir sur ma vacuole, là, sur ma vésicule, pour qu'elle puisse être exportée jusqu'à ma membrane plasmique et que ma protéine soit intégrée dans ma membrane plasmique. Ou sinon, s'il n'y a pas ce signal-là, je ne peux pas avoir d'adhésion par des sélectines, car tout simplement, normalement, ils sont à l'intérieur de la cellule. La sélectine, elle est à l'intérieur de ma cellule. Dès qu'il y a un signal, elle est exportée, elle est insérée via ce signal, pardon, jusqu'à ma membrane plasmique. Pareil, encore une fois, ils sont calcium dépendantes. Elles vont interagir avec des glycoprotéines et des mucines. Le tout, ça forme des adressines. Elles peuvent également être clivées par la famille des ADAM et des MMP, donc des protéases. Et ça va faire le phénomène de transduction mécanochimique. Donc, c'est vraiment ce phénomène-là d'exocytose. Je pense que vous avez déjà entendu parler. Le phénomène d'exocytose, c'est lorsqu'une vésicule est apportée à la membrane plasmique pour amener le matériel qui est à l'intérieur de ma vésicule, soit à l'extérieur de la cellule, soit à l'intérieur de ma membrane plasmique. Donc, c'est ça, en fait, le phénomène d'exocytose. Et c'est comme ça que la sélectine va être mise à l'intérieur de ma membrane plasmique. Donc, ça, on vient de voir les sélectines. Et maintenant, les intégrines, pareil, les intégrines, elles sont présentes à l'intérieur de ma membrane plasmique. Les intégrines sont présentes à l'intérieur de ma membrane plasmique, mais il faut quand même un signal pour les activer. Là, au niveau des sélectines, le signal, c'était pour les exporter à la membrane plasmique. C'était l'exporter à la membrane plasmique, mais là, pour l'intégrine, elle est déjà à la membrane plasmique, mais elle n'est pas activée. Cependant, il faut un signal pour pouvoir l'activer. Alors, l'intégrine, elle peut être à la fois CAM et à la fois SAM, donc elle peut agir à la fois en tant qu'adhérence intercellulaire et en tant qu'adhérence avec la matrice extracellulaire et la lame basale. Elle peut être clivée par des ADAM et des MMP, et elle peut également interagir avec des CAM IG, donc des immunoglobulines, et des cadérines. Elle est constituée, attention, de deux sous-unités, l'intégrine, contrairement à toutes les autres. L'intégrine est composée de deux sous-unités, une sous-unité alpha, que l'on voit là, et une sous-unité bêta. C'est sur sa sous-unité alpha, pardon, qu'on va avoir un pont de disulfure. C'est très important de le retenir, qu'on va avoir un pont de disulfure sur la sous-unité alpha, et sur la sous-unité bêta, on n'aura pas de pont de disulfure. On a une extrémité N terminale en extracellulaire, une extrémité C terminale en intracellulaire.
Et lorsqu'il va y avoir le phénomène de transduction mécanochimique en intracellulaire, ça va pouvoir agir notamment sur le cytosquelette. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le squelette de la cellule. Donc, il faut pareil du calcium dans le milieu, car elles sont calcium dépendantes. Attention encore une fois, elles interagissent avec ma matrice extracellulaire, notamment sur la fibronectine. La fibronectine, c'est quoi? C'est une molécule que l'on va avoir à l'intérieur de ma matrice extracellulaire. Et à l'intérieur de ma matrice extracellulaire, elle va pouvoir interagir avec la fibronectine que sur le segment, donc RGDS. C'est quoi le segment RGDS? C'est une succession d'acides aminés. Arginine, glycine, aspartate et sérine. Donc ce segment-là, c'est que grâce à ce segment qu'elle va pouvoir adhérer à la fibronectine. Vous verrez dans le chapitre de matrice extracellulaire qu'elle va pouvoir également adhérer à la laminine. C'est une autre molécule. Là, je vous parle de la fibronectine car on ne montre que ça. Mais l'intégrine, elle va pouvoir adhérer à la fois à la matrice extracellulaire, à la fois à la lame basale. Donc la laminine, c'est une molécule de la lame basale, pardon. Et la fibronectine, donc c'est bien le segment, elle va pouvoir adhérer que par le segment RGDS. Hop. Elle va pouvoir adhérer que par le segment RGDS. Donc, encore une fois, il va y avoir interaction de protéines G monomériques, de protéines kinases. C'est normal quand on va avoir une transduction mécanochimique. Donc, normalement, j'espère que vous avez bien compris ça, parce que c'est super important, ces différentes molécules-là. Ces différentes molécules. Donc là, je reprends en rapide. Ça, c'est les CAM, donc adhérence intercellulaire. Ça, c'est des SAM, donc l'adhérence de la cellule avec la matrice extracellulaire. Lorsqu'on va avoir une adhérence, on va avoir des signaux qui vont agir sur le noyau, sur le cytosquelette et sur les métabolismes cellulaires. On peut avoir notamment 4 molécules d'adhérence. Immunoglobuline, avec ses boucles caractéristiques en extracellulaire. Les cadérines, courbées en extracellulaire. Les sélectines, attention, les sélectines ne sont pas présentes de manière constitutive à la membrane plasmique, mais elles sont présentes via un signal mécanique ou chimique. C'est comme ça qu'elle va pouvoir être insérée dans la membrane plasmique. Et les intégrines, qui, elles, sont directement présentes à l'intérieur de la membrane plasmique, mais il faut un signal pour les activer. Attention, elles sont toutes calcium dépendantes, sauf les immunoglobulines. C'est super important de retenir ça. Et ça, tout ça, donc les immunoglobulines, sélectines, cadérines et intégrines, ce sont des glycoprotéines, donc c'est-à-dire des protéines sur lesquelles on a rajouté un sucre. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je continue. Ok. Allez, on continue. Là, on va commencer à parler par des jonctions cellulaires, intercellulaires, pardon. Les jonctions intercellulaires, en fait, ce sont des domaines spécialisés de la membrane plasmique qui vont permettre l'adhérence avec la matrice ou avec les cellules. Elles sont retrouvées dans toutes les cellules et permettent l'interaction entre la membrane plasmique et le cytosquelette. Pour le cytosquelette, on a soit des microfilaments d'actine, vous verrez ça, il y a un chapitre spécialement réservé au cytosquelette. Donc, on a soit des microfilaments d'actine, soit des filaments intermédiaires. Donc, ce sont différents types de cytosquelettes. Donc, en fait, les jonctions intercellulaires, c'est ce qui va permettre, au niveau de l'adhérence entre les cellules, on va avoir notamment une petite jonction au niveau du pôle apical. Donc, si on a une bande complète, on va parler de zonula. Donc, le zonula, c'est au niveau du pôle apical, ça ceinture le pôle apical. On a soit des zonula occludens, donc ça veut dire ce sont des jonctions serrées, soit des zonula adhérents. Ce sont des jonctions intermédiaires, jonctions adhérentes. Soit on va avoir au niveau des phases basolatérales, donc soit des desmosomes ou des jonctions GAP. Les jonctions GAP sont des jonctions communicantes. On va voir toutes les caractéristiques juste après. Et entre les cellules et la lame basale ici, on va avoir ce que l'on appelle des hémidesmosomes. Donc là, on a le pôle apical, on a les phases basolatérales. Donc, si on va avoir un espace intercellulaire large, voilà, là je bascule sur ce schéma-là. Si on a un espace intercellulaire large ici, on va avoir notamment des cames à long domaine extracellulaire et des protéines qui vont être organisées en plaques. Là, on voit des cames, donc cames cadérine et cames IG. On les reconnaît par leur boucle, on reconnaît par leur domaine extracellulaire un peu courbé. Donc ça, on va avoir des cames à long domaine extracellulaire, donc cames IG cadérine. Et on va avoir des protéines qui s'organisent sous forme de plaques denses. On voit la plaque dense, c'est ce qui est en noir. Tout ça, c'est des protéines qui s'organisent
du côté cytosolique de la cellule. Le côté cytosolique, c'est à l'intérieur du cytosol. Et on va avoir notamment au niveau d'un espace intercellulaire étroit, donc on va avoir des cames à court domaine extracellulaire. Donc les cames à court domaine extracellulaire, ce sont pour les jonctions serrées ici, comme c'est marqué, les clogines et les occlugines. Et pour les jonctions communicantes, les connexines. Tout ça, en fait, si vous voulez, ce sont des molécules d'adhésion qui vont permettre à la jonction, soit serrée, soit communicante, de pouvoir s'établir. C'est important de retenir que les clogines et les occlugines ont 4 domaines transmembranaires. Donc, ça veut dire qu'elles passent 4 fois à l'intérieur de ma membrane plasmique. Donc, elles ont une extrémité N et C terminale intracellulaire. Donc, ça, ce sont des cames à court domaine extracellulaire. C'est important. Et on va avoir aussi des cames à long domaine extracellulaire que l'on appelle les camigées et des cadérines. Attention, dans le cas de jonction intercellulaire étroite, il n'y a pas de plaques denses. Les plaques denses sont présentes que lorsqu'on a une jonction avec un espace intercellulaire large. Donc la jonction de type adhérent avec la place de dense cytosolique. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait voir c'est quoi une jonction de type adhérence. La jonction de type adhérence, voilà, on la retrouve ici encore une fois. Donc ça permet à la cadérine de venir. La cadérine, c'est elle qui va venir se adhérer à la plaque dense des jonctions adhérence. Donc là, on va avoir mon espace intercellulaire étroit avec des clogines. Occlugines, connexines sont des cames à court domaine extracellulaire et des cames à long domaine extracellulaire, camigées, cadérines. On retrouve les microfilaments d'actine ici. Les microfilaments d'actine, ce sont du cytosquelette. C'est du cytosquelette. Donc, et on va avoir également des protéines qui vont aller soit vers le cytosol, soit vers le noyau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une protéine qui retourne vers le noyau, c'est un FRT, facteur régulation de la transmission. OK, et donc là, pareil, on va avoir une protéine qui peut se détacher de la plaque dense et aller vers le cytosol, ou vers le noyau. Et pareil, là, on va avoir des filaments de cytosquelette. Il faut faire attention parce que, par exemple, ici, donc dans la jonction intercellulaire étroite, on n'a pas de plaque dense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ça comprend ce que l'on appelle des zonula occludens, donc c'est-à-dire des jonctions serrées, donc avec les clogines et occlugines, et des macula occludens. C'est quoi des macula occludens? C'est des jonctions communicantes, tout simplement, des jonctions gap. Et les jonctions communicantes, elles sont faites à l'aide de connexines. Dans le cas d'un espace intercellulaire large, on va avoir des zonula adhérents. Des zonula adhérents, ce sont des jonctions intermédiaires, donc les jonctions de type adhérence en fait, des desmosomes, ce que l'on retrouve ici, et des hémidesmosomes, ce que l'on retrouve là. Les hémidesmosomes, c'est ce qui est en lien avec la lame basale et avec la matrice extracellulaire. Donc pour zonula, c'est ce qui ceinture le pôle apical de la cellule. Donc dans les zonula, on retrouve les jonctions serrées, zonula occludens, et les jonctions adhérentes, zonula adhérents. Alors que au niveau des maculas, on va retrouver les desmosomes, donc macula adhérents, et les jonctions GAP sont les jonctions communicantes. On va retrouver les macula occludens et les hémidesmosomes qui sont en lien avec la lame basale. Donc là, on va voir c'est quoi plus précisément une jonction serrée. Une jonction serrée, on vient de dire déjà que c'était un espace intercellulaire étroit. C'est normal, la jonction elle est serrée. Il n'y a donc pas de plaque dense. Donc si je regarde le côté cytosolique de ma cellule, il ne peut pas y avoir de plaque dense, car étant donné que je suis au niveau d'un espace intercellulaire étroit. Or, il va y avoir la présence de clogines et d'occlugines. Donc, ce sont des particules intramembranaires qui vont permettre d'assurer l'adhésion entre les deux cellules. C'est très important qu'il y ait ces cellules-là, car ce sont tout simplement des molécules d'adhérence qui permettent de bien fermer l'espace intercellulaire. Donc ça, ce sont des molécules, enfin des cames à 4 domaines transmembranaires, comme je vous l'ai montré ici. 1, 2, 3, 4. Ce sont des cames à 4 domaines transmembranaires. Et on va avoir également des camigées et des cadérines. Ce sont des cames à long domaine extracellulaire. Ces jonctions, ça va délimiter des radolipidiques. Donc là, je vais avoir une jonction serrée, par exemple, et je vais avoir 2 radolipidiques ici. C'est quoi un radolipidique? C'est une zone de la membrane plasmique qui est très riche en lipides et en cholestérol.
En fait, la membrane plasmique, vous verrez qu'elle a une composition qui est hétérogène, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la même composition de partout. N'a pas la même composition de partout. Donc, c'est-à-dire qu'elle a certaines parties de la membrane plasmique qui est plus riche en cholestérol et en lipides que d'autres. Par exemple, le radiolipidique en fait partie. Entre mes jonctions serrées, donc entre là, 1, 2, tout ça, je vais avoir des radiolipidiques. Donc, c'est ces jonctions serrées-là qui vont me permettre de définir ces radiolipidiques. Les alignements de clogine et d'occlugine, ça délimite des pores aqueux qui permettent le passage de fluide. Là, on va avoir notamment des petits pores aqueux qui vont permettre le passage de fluide. Et la présence de clogine, c'est ce qui détermine l'étanchéité et le transport paracellulaire, donc c'est-à-dire entre deux cellules. C'est-à-dire que au plus vous allez avoir de clogine, au plus votre jonction va être étanche. Donc, c'est-à-dire qu'au moins, il va y avoir de fluide qui va pouvoir passer. Au moins il y en a, au plus le fluide va pouvoir passer. Ok. Donc, c'est très important de retenir que les clogines et les occlugines servent à vraiment fermer l'espace intercellulaire, donc former des jonctions serrées. Ça fait partie des CAM à court domaine extracellulaire et ils ont 4 domaines transmembranaires. Les jonctions serrées, elles délimitent des radiolipidiques et, euh, et, euh, et voilà. Et surtout, c'est important de retenir qu'elle ceinture le pôle apical. On le voit ici. Là, on va avoir ma cellule ici. On a le pôle basal, les faces latérales et mon pôle apical qui est juste ici. Et vraiment, ma jonction serrée, c'est elle qui est le plus apical de toutes les jonctions. Ok. C'est très important de le retenir. Et attention, étant donné qu'on est encore dans le cas d'un espace intercellulaire étroit, on n'a pas de plaque dense. Donc, c'est-à-dire que vraiment, les clogines, les occlugines et les camcadérines vont adhérer à différentes protéines qui ne sont pas organisées sous forme de plaque dense. Contrairement à l'espace intercellulaire large, où là, toutes les protéines se rejoignent pour former une plaque dense. OK? Dites-moi si vous n'avez pas compris, si vous voulez que je réexplique quelque chose, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, on va passer à la jonction communicante. Donc la jonction gap ou aussi appelée macula occludens. OK? Alors c'est quoi une jonction communicante? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un espace intercellulaire qui est étroit. On le voit ici. L'espace intercellulaire étroit. Elle a des cames à court domaine extracellulaire, comme la jonction serrée. Mais attention, ce ne sont pas les mêmes cames. Dans la jonction serrée, on a dit que c'était les occlugines et les clogines qui servaient de cames à court domaine extracellulaire. Là, ce sont les connexines. Okay. La connexine, c'est une came à court domaine extracellulaire et c'est ce qui va permettre l'adhérence intercellulaire. Et pareil, comme les clogines et les occlugines, elle a qu'un domaine, transmembranaire. Donc, elle a une extrémité N et ses terminales en intracellulaire. OK? Donc maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que 6 connexines, donc 6 molécules comme ça, donc 6 cames à court domaine extracellulaire connexines, vont former ce que l'on appelle un connexion. Là, on va en avoir 6. Ça va former un connexion. C'est 6 sous-unités dans chaque membrane et ce qui va permettre notamment la communication de cytosol à cytosol. Donc là, on va avoir 2 membranes plasmiques juste à poser. On va avoir des connexions de part et d'autre des cellules. Donc sur une cellule, l'autre sur la deuxième cellule. Et c'est comme ça qu'on va avoir des communications de cytosol à cytosol. On a des cames à court domaine extracellulaire comme les connexines ici, mais on a aussi des cames à long domaine extracellulaire comme les camigées, ici et les cadérines. Attention, je rappelle encore une fois que les camigées n'ont pas besoin de calcium et les cadérines ont besoin de calcium dans leur milieu pour pouvoir adhérer. Donc là, on a les cadérines qui sont calcium dépendantes dans l'espace intercellulaire. Donc, si connexines, ça forme un connexon. C'est ce qui va permettre notamment de former ma jonction communicante et ma jonction gap. OK? Il faut faire attention, c'est que les connexines sont, elles, calcium dépendantes. C'est-à-dire que pour qu'ils fonctionnent aussi, ils ont besoin de calcium. Contrairement aux clogines et aux clugines, mes clogines et occlugines, elles, n'ont pas besoin de calcium pour pouvoir adhérer. Les clogines et occlugines sont calcium indépendantes
alors que les connexines sont calcium dépendantes. C'est très très important de retenir ce genre d'informations parce qu'en QCM, on vous piège énormément, énormément dessus. Donc, tout ce qui est calcium dépendant et calcium indépendant, il faut que vous le sachiez vraiment bien. Donc là, par exemple, les connexines, c'est calcium dépendant, alors que les calcium indépendants, c'est occlugine et clugine, comme les immunoglobulines. OK? Donc là, on va avoir des CAM à court domaine extracellulaire connexine et CAM à long domaine extracellulaire, CAM IG et CAM cadérine. Attention, dans ces cellules, enfin dans ce type de jonction-là, on ne va pas avoir un passage qui se fait de manière anarchique. Donc, c'est-à-dire un passage qui se fait de n'importe comment. Il faut que la molécule soit hydrophile, donc c'est-à-dire qu'elle ait une forte affinité avec l'eau pour pouvoir passer. Et il va falloir qu'elle ait un poids moléculaire inférieur à 1000 Dalton. Inférieur ou égal à 1000 Dalton. Ok, donc, inférieur ou égal à 1000 Dalton, donc c'est-à-dire, par exemple, le CA2 plus l'ATP et l'IP3. L'IP3, vous verrez, c'est quoi? C'est un second messager. Vous verrez dans le chapitre, si je ne me trompe pas, de communication intercellulaire. L'IP3, c'est en fait lorsque, je crois que vous avez vu au premier semestre, c'est quoi la phospholipase C. Donc, c'est ce qui va venir cliver les phospholipides. Il y a différentes phospholipases. On a la phospholipase A1, A2, phospholipase D, phospholipase C, je crois. Et la phospholipase C, c'est qui est enfin, celle qu'on utilise le plus, je crois. La phospholipase C, elle va venir cliver et elle va être à l'origine notamment de deux seconds messagers. Il faut savoir que lorsque je clive quelque chose, ce n'est pas forcément pour le détruire. Ça va permettre aussi d'aboutir à d'autres choses. La phospholipase C, à, euh, ça va permettre d'aboutir notamment à DAG, qui est un autre second messager, et à IP3. IP3, ça va venir se fixer sur un récepteur à IP3 et ça va venir engendrer une abondance de calcium à l'intérieur de la cellule. Donc, c'est pour ça que c'est juste pour vous résumer, c'est quoi IP3. Donc, tout ce qui a un poids moléculaire inférieur à 1000 Dalton, donc inférieur à 1 kilo Dalton, ça peut passer. Tout ce qui est supérieur à 1000 Dalton, ça passe pas. Ici, on voit un poids moléculaire qui est de 5000 Dalton. Le connexion ne s'est pas ouvert, car tout simplement, le poids moléculaire est trop important. Ou 20 000 Dalton, le poids moléculaire est trop important, on ne peut pas l'ouvrir. OK? Donc, une jonction communicante, c'est deux connexions de part et d'autre. Donc, un qui est sur une cellule et l'autre qui est sur l'autre cellule. OK? Donc, grâce à ça, donc on va pouvoir avoir des communications de cytosol à cytosol. Et c'est comme ça qu'on va avoir notamment voilà, les connexines. Donc, c'est CAM à court domaine extracellulaire. Donc, il y a 4 domaines transmembranaires. 6 connexines, ça va former un connexion de chaque côté. Ça forme une jonction communicante. Alors que si on n'a qu'une connexion sur la membrane plasmique, on va avoir ce qu'on appelle une hémijonction communicante. OK? Donc, j'espère que vous avez compris. Retenez surtout, voilà, le poids moléculaire, c'est 1000 Dalton. Il faut que la molécule doit être hydrophile. Il faut que la molécule doit être hydrophile. Que les clogines et les occlugines pour les jonctions serrées sont calcium indépendantes, alors que pour les connexines, elles sont calcium dépendantes, comme tout le reste des molécules d'adhérence, donc les cadérines, les sélectines et les intégrines, alors que les immunoglobulines ne le sont pas. OK? Donc, là, on vient de voir la jonction communicante. N'hésitez pas à m'arrêter, hein. Bon, c'est vrai que ce chapitre-là, il y a beaucoup de choses à apprendre par cœur sur tout ce qui est calcium dépendant, qu'est-ce qui fait partie de quelle jonction, tout ça. Ben, dès que vous les connaîtrez, ça ira, parce que vraiment, c'est pas compliqué du tout. Là, c'est juste votre première vision, c'est un peu brouillon, on va dire, mais dès que vous asserrez, vous saurez bien bien de le comprendre, ça ira, vous verrez. Donc maintenant, on va voir ce qu'on appelle la jonction desmosome. La jonction desmosome, elle est aussi appelée macula adhérence. Donc la jonction desmosome, elle est sur la face basolatérale. Donc elle est ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Elle est ici. Donc ça va permettre une jonction entre deux cellules. OK? À ne pas confondre avec la jonction hémidesmosome. La jonction hémidesmosome, elle, ça va faire une jonction entre la cellule et la lame basale. C'est différent. Donc la jonction desmosome, c'est sur les faces basolatérales et ça permet une
une adhérence intercellulaire, si vous voulez, une jonction intercellulaire entre deux cellules, comme la jonction gap. OK? Comme la zonula occludense et comme la zonula adhérence. Enfin, la zonula adhérence, on ne l'a pas encore vu. On va le voir, juste après. Alors, dans ce cas-là, dans le cas de la jonction de desmosome, on va avoir un espace intercellulaire qui est large. Donc, si on a un espace intercellulaire qui est large, on n'a pas, attention, on n'a pas de CAM à court domaine extracellulaire. Donc, on n'a ni clogine, ni occludine, ni connexine. Ok, c'est très important. Retenez que dans la jonction desmosome, on n'a pas de CAM à court domaine extracellulaire. Ok, c'est très important. Cependant, on va avoir des CAM à long domaine extracellulaire, comme les CAM IG, ici, et comme les CAM cadérines. Les CAM cadérines, elles sont calcium dépendantes, encore une fois. Ici, on va avoir la plaque dense, c'est normal. On est dans le cas d'un espace intercellulaire qui est large. Étant donné qu'on est dans le cas d'un espace intercellulaire large, on va avoir les protéines qui vont se. Voilà là. On va avoir les protéines qui vont s'organiser sous forme de plaques denses à l'intérieur de mon cytosol, donc du côté cytosolique de la membrane plasmique, du versant cytosolique. OK? Donc c'est comme ça qu'ils vont venir s'organiser. Donc c'est normal qu'on va avoir la plaque dense à ce niveau-là. Au niveau de cette plaque dense, on va avoir insertion de filaments intermédiaires de cytokératine. OK? Les filaments intermédiaires de cytokératine, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une forme de cytosquelette. Le cytosquelette, il peut prendre différentes formes. Il peut prendre la forme de microfilaments d'actine. Les microfilaments d'actine sont présents notamment dans le cas de jonction serrée, si je ne me trompe pas, et dans le cas de jonction adhérente. Voilà, on va avoir des microfilaments d'actine dans le cas des jonctions serrées communicantes et dans le cas des jonctions adhérentes. Contrairement aux desmosomes, les desmosomes, eux, ils ont une insertion avec le cytosquelette qui est le filament intermédiaire de cytokératine. Okay, ce sont différents cytosquelettes, vous verrez au fur et à mesure des chapitres. Dans le chapitre de cytosquelette, on vous détaille les trois. Et le troisième, c'est le microtubule. Donc là, la plaque dense au microscope. On a le filament intermédiaire de cytokératine qui vient se mettre sur la plaque dense et elles ont une forme qui est ronde. On dit une forme de bouton. OK? Donc, c'est comme ça que l'on a. Donc, attention, dans les jonctions, dans les jonctions communicantes, dans les jonctions serrées, il n'y a pas de. Il y a pardon, des CAM à court domaine extracellulaire. Donc, pour les jonctions serrées, occludine et clogine qui sont calcium indépendantes, alors que pour les jonctions communicantes, on a les connexines pardon, qui sont calcium dépendantes. Alors que là, pour les desmosomes, on va avoir des immunoglobulines et des CAM cadérines, mais on ne va pas avoir des CAM à court domaine extracellulaire. On va avoir des CAM à long domaine extracellulaire dans les trois, mais pas des CAM à court domaine extracellulaire dans les desmosomes. C'est très important. Et les CAM à court, les microfilaments d'actine, c'est pour tout ce qui est jonction serrée et jonction intermédiaire, alors que pour les desmosomes, on va plutôt avoir des filaments intermédiaires de cytokératine. OK? Je vous ai montré ici tout à l'heure que la jonction serrée, elle était au niveau du pôle apical, au niveau du plus apical. La jonction communicante, elle est ici, donc au niveau basolatéral. Et la jonction desmosome, elle est juste ici. OK? Donc là, on va avoir notre jonction serrée. Là, on va avoir une jonction intermédiaire, donc la jonction adhérence. Et là, on va avoir ma jonction desmosome. Et là, comme je vous montrais tout à l'heure, la jonction communicante. Et pour finir, on va voir notamment les hémidesmosomes. Donc, toutes ces jonctions-là que je viens de vous détailler, c'est des jonctions intercellulaires, donc entre deux cellules, alors que la jonction hémidesmosome, c'est une jonction entre une cellule et la lame basale. Donc là, les hémidesmosomes, elles sont présentes au niveau de la face basale des cellules épithéliales et contient des intégrines. Donc, elle contient ce type
de molécules d'adhérence. Elles contiennent les intégrines. Contrairement aux desmosomes, qui eux contiennent des camigées, donc ça, pardon, ça, et des cadérines. Attention, les desmosomes et les hémidesmosomes, ils ont à peu près la même forme, elles sont ovales, à peu près comme les desmosomes, mais elles n'ont pas les mêmes molécules d'adhérence. Les desmosomes ont, eux, des camigées et des cadérines, donc des cames à long domaine extracellulaire, alors que les hémidesmosomes ont des intégrines. Ok. L'architecture de la cellule, elle est maintenue grâce aux desmosomes et aux hémidesmosomes. Car tout simplement, en fait, si vous voulez, comme je vous ai montré ici, il y a des filaments intermédiaires de cytokératine au niveau d'un desmosome. Les filaments intermédiaires de cytokératine vont venir rejoindre en fait tous les desmosomes et les hémidesmosomes. C'est ce qui va permettre de maintenir l'architecture de la cellule. Donc là, on va avoir maintenant ce que l'on appelle les transports membranaires, attention, sans mouvement de la membrane plasmique. On va avoir les transports membranaires sans mouvement et les transports membranaires avec mouvement de la membrane plasmique. Alors, les transports membranaires sans mouvement de la membrane plasmique, on a différents types. On a soit le transport passif sans perméase, donc ça, soit le transport passif avec perméase, soit le transport actif avec perméase, donc énergie, transport de ions et ATP. Donc, il y a donc un passage direct des matériaux en traversant la membrane plasmique. Il n'y a pas d'intervention du système endomembranaire. C'est quoi le système endomembranaire? Il y a aussi un chapitre entier qui est réservé à ça. En fait, c'est un système qui est présent à l'intérieur de la cellule et qui utilise des mouvements à l'intérieur de vésicules. En fait, la vésicule, c'est une zone de cellules qui est entourée d'une membrane. Ok. Donc, si vous voulez, il y a différents organites à l'intérieur de mon système endomembranaire. Le système endomembranaire, il contient tout ce qui est réticulum endoplasmique, donc RE, Golgi, endosome, lysosome. Donc, tout ça, c'est le système endomembranaire. Ils sont tous entourés notamment de membranes. C'est pour ça qu'on parle de système endomembranaire. Donc, lorsqu'on va avoir de transport sans mouvement de la membrane plasmique, on ne va pas avoir d'intervention du système endomembranaire et on ne va pas avoir également d'intervention du cytosquelette. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que le cytosquelette, ça servait au maintien de la forme de la cellule, mais ça servait aussi au transport de vésicules. Sauf que là, étant donné qu'il n'y a pas besoin de faire bouger les vésicules parce que le matériel en fait, que l'on veut faire passer d'un côté à l'autre, il n'est pas à l'intérieur de vésicule, donc on va utiliser un transport membranaire sans mouvement de la membrane plasmique. Donc on va ni avoir besoin de cytosquelette, ni avoir besoin de système endomembranaire. On va avoir tout simplement un passage direct des matériaux qui sont transportés du cytosol vers le milieu extracellulaire. Donc là, hop, là, on a notre schéma. Donc le transport passif sans perméase, donc c'est en fait c'est une diffusion simple selon le gradient de concentration. Donc on voit qu'il y a le gradient de concentration qui est plus important ici. Et là, il est beaucoup moins important. Donc, en fait, le gradient de concentration, il va aller notamment du plus vers le moins concentré. Ça, c'est un transport passif sans perméase. Si vous voyez, normalement, c'est surtout les gaz qui font ça. Donc, le dioxygène, le CO2, le monoxyde d'azote et l'éthanol. Donc, ça, c'est vraiment le gaz qui passe de manière simple. Il faut que ces gaz-là ont une forte affinité avec la concentration lipidique qui est à l'intérieur de la membrane plasmique. Ou sinon, ça ne passe pas. Après, on va avoir notamment un transport passif avec perméase. Alors, le transport passif avec perméase, en fait, c'est quoi une perméase? Ça forme un canal qui peuvent être potentiel dépendants. Donc, en fait, potentiel dépendant, c'est dès qu'un potentiel d'action il arrive, ça va venir ouvrir mon canal et ça va permettre notamment le passage d'ions, tel que le Ca2+, ou même le Na+, et même le K+, de l'autre côté. Donc, attention, le transport passif avec perméase, ça permet toujours selon le gradient de concentration. On va avoir soit potentiel dépendant, soit ligand dépendant. Mon ligand, il peut venir soit du milieu extracellulaire, soit du milieu intracellulaire. Et le ligand, en fait, il va venir donner le signal au canal pour pouvoir s'ouvrir ou pas. Si le ligand, il vient, ça va permettre à mes différentes molécules, en fait, de passer d'un côté à l'autre. Et dès que le ligand se détache de son récepteur, plus rien ne peut passer. La perméase se ferme. On va avoir également des transporteurs de glucose ou d'acides aminés. Donc ça permet de faire rentrer ou sortir du glucose ou des acides aminés. Et les aquaporines, ça permet notamment de faire transporter de l'eau. Maintenant, on va avoir des transports actifs avec perméase. Alors, tout ce qui est transport passif, on n'a pas besoin d'énergie. C'est selon le gradient de concentration, donc du plus vers le moins concentré. Alors que là, transport actif avec des perméases,
il va nous falloir de l'énergie parce qu'on va vouloir aller contre le gradient de concentration. Si on va aller contre le gradient de concentration, il me faut de l'énergie. Donc l'énergie, elle est obtenue grâce à l'hydrolyse de l'ATP. Donc on va venir hydrolyser l'ATP, dont la pompe, donc on retrouve dans ce cas-là la pompe Na plus K plus ATPase. Donc la pompe Na plus K plus ATPase, elle permet de transporter 3 Na plus et de faire entrer 2 K plus dans le sens inverse de concentration. Parce que vous savez que la concentration de calcium, elle est plus importante en intracellulaire qu'en extracellulaire. Et la concentration de sodium, elle est plus importante en extracellulaire qu'en intracellulaire. Donc, lorsque normalement j'ouvre ma pompe, normalement mon sodium est censé rentrer parce qu'il y en a moins à l'intérieur et mon calcium est censé, pardon, et mon potassium, excusez-moi, et mon potassium est censé sortir car, car il n'y en a pas beaucoup en extracellulaire. Sauf que là, lorsque je rajoute de l'énergie, ça va me permettre de lutter contre mon gradient de concentration et donc de faire sortir mon sodium et de faire rentrer mon potassium. Okay, et cette énergie-là, elle est obtenue grâce à l'hydrolyse de l'ATP. Donc dans ce cas, on a la pompe Na plus K plus ATPase. Et cette pompe-là, elle est inhibée par un ligand. Donc les ligands, ils peuvent être soit euh, activateurs, comme on vient de le voir ici, donc le ligand il se fixe, ça permet de faire entrer ou de faire sortir mes différentes molécules, soit d'inhiber. Dans ce cas-là, mon ligand, c'est la digoxine. La digoxine, ça permet, dès qu'elle se fixe à ce récepteur-là, ça permet de venir inhiber mon récepteur. Et donc forcément, il n'y aura plus d'hydrolyse de l'ATP. Et donc s'il n'y a plus d'hydrolyse de l'ATP, les 3 Na+, ne sortent plus. Et donc les 2 K+, ne rentrent plus. OK. Dans le cas d'hydrolyse de l'ATP, on retrouve également la perméase ABC. La perméase ABC, vous la voyez aussi dans le chapitre de matrice extracellulaire. La perméase ABC, elle est située au niveau du pôle basal et de la phase basolatérale aussi. Donc en fait, ça sert à quoi? Grâce à l'hydrolyse de l'ATP, ça permet de faire sortir, pareil aussi, contre le gradient de concentration, euh, tout ce qui est toxique pour la cellule. Donc, tout ce qui est toxique pour la cellule, c'est tout ce qui est médicaments et chimiothérapie pour les personnes cancéreuses. Donc, il faut savoir que la chimiothérapie, c'est quelque chose de très, très puissant et quelque chose de très nocif pour la cellule. Lorsque, par exemple, il y a une personne qui a le cancer, on va leur injecter en intraveineux de la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est un liquide en fait, qui va venir rentrer à l'intérieur de la cellule pour venir détruire vos cellules, pour éviter la propagation du cancer. La cellule, entre guillemets, elle se défend par ce phénomène-là, donc de perméase ABC. Ça permet en fait de détoxifier la cellule. Donc, lorsque je vais avoir une hydrolyse de l'ATP, ça va permettre de faire sortir ma chimiothérapie ou même les médicaments à l'extérieur de ma cellule. Au moins, ma cellule, entre guillemets, s'est défendue. Donc ça, c'est avec le phénomène, dans le transport actif, avec le phénomène d'hydrolyse de l'ATP. Donc on a la pompe Na plus K plus ATPase et on a la perméase ABC. Et dans le cas où l'énergie est obtenue grâce au transport d'ions, on va avoir notamment sous forme d'antipores. Sous forme d'antipores, c'est normalement le K+, il est concentré à l'intérieur et le Na+, il est concentré à l'extérieur. Donc si j'ouvre mon canal, le Na+ devrait rentrer et le K+ devrait sortir. Or là, grâce à l'énergie, si j'ouvre le canal, on va faire rentrer du K+, mais on va aussi faire rentrer du Na+, pour générer de l'énergie. OK? Donc, mon Na+, il va rentrer de ce qui est normal, parce qu'il y en a plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, donc il va rentrer. Mais l'objectif ce qui va faire que le Na+, rentre, il va rentrer. Et lorsqu'il va rentrer, ça va engendrer de l'énergie pour que le K+, rentre aussi. OK? Et en fait, lorsque mon Na+ va rentrer, c'est pour ça qu'on parle d'antipore, il faut que un proton H+ sorte. Donc, ça permet d'expulser les protons. Donc, en gros, lorsque je vais vouloir faire rentrer le K+, soit j'utilise la pompe Na plus K plus ATPA, ça me permet de faire rentrer mon K+, et de faire sortir mon Na+, soit je parle d'antiport, donc je vais rentrer mon K+, mais je vais faire aussi rentrer mon Na+, pardon, pour pouvoir générer de l'énergie. Et mon énergie, elle est compensée de l'autre côté en expulsant un proton. Donc ça, c'est sous forme d'antiport. Donc ça, et maintenant, on va avoir sous forme de symport. Sous forme de symport, c'est lorsque le Na+ rentre
va dans le même sens que le glucose. Donc là, vous voyez que là, mon Na+ et mon H+, ils vont dans des sens opposés, donc on parle d'antipores, alors que là, le Na+ et le glucose, ils vont dans le même sens, donc on parle de sympores. Ça, c'est des transports membranaires sans mouvement de la membrane plasmique. Ok, donc ça passe sans qu'il y ait besoin d'intervention de la membrane plasmique, de système endomembranaire et du cytosquelette. Maintenant, on va voir les transports membranaires avec les mouvements de la membrane plasmique. On va voir les phénomènes d'endocytose ou d'exocytose et les phénomènes de phagocytose. Ici, on voit bien que pour le phénomène d'exocytose, enfin d'endocytose ou d'exocytose, il y a une déformation de ma membrane plasmique. Donc, cette déformation-là, elle se caractérise par une invagination de ma cellule. Donc, la cellule, elle va rentrer. Alors que pour ma phagocytose, c'est la cellule elle ne va pas s'invaginer, mais la membrane plasmique va venir attraper ce qu'elle veut prendre, en fait, euh, en extracellulaire. OK? Donc là, on va avoir notamment mon cytosquelette. Le cytosquelette est important parce que c'est comme ça, c'est grâce à lui, en fait, que ma membrane plasmique va pouvoir bouger. Il va y avoir intervention du système endomembranaire, quand on voit bien qu'il y a des vésicules ici. Ok, la vésicule, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est entouré à l'intérieur de ma cellule d'une membrane. Donc, euh, étant donné que là, on a besoin de mettre mon matériel que je veux faire endocyter ou exocyter à l'intérieur d'une vésicule, il y a intervention du système endomembranaire. Ces transports-là, ils nécessitent du calcium. C'est super important qu'il y ait du calcium dans le milieu pour pouvoir avoir ce genre de transport. L'endocytose, l'exocytose constitutive, l'exocytose régulée. Il y a donc intervention du cytosquelette. Pareil pour la phagocytose, étant donné qu'il y a une déformation de la membrane plasmique. En gros, à partir du moment où il y a une déformation de la membrane plasmique et formation de vésicules, il va y avoir intervention du cytosquelette et intervention du système endomembranaire. On va avoir l'endocytose ici, l'exocytose constitutive, l'exocytose régulée. On va voir c'est quoi la différence juste après. Donc là, on a notamment différents types d'endocytose. On va avoir l'endocytose avec les protéines d'adaptation. Donc, on a différentes protéines d'adaptation. On a notamment la clatrine, qui est juste là. On a la cavéoline. On a 100 revêtements. Et on a 100 molécules qui viennent se. Enfin, 100, parce que là, on a la dynamine. La dynamine, c'est une protéine G monomérique qui va permettre notamment de cliver, en fait, si vous voulez, cette invagination-là pour former la vésicule. Et des fois, on a même. Elle se clive toute seule. Donc, on n'a même pas besoin de protéine G monomérique pour pouvoir se détacher de la membrane plasmique. Et c'est le cas ici. Ou sinon, dans le cas, entre guillemets, d'une endocytose, donc on fait rentrer le matériel qui est à l'extérieur à l'intérieur de ma cellule, on a la phagocytose. OK? Donc là, on a notamment la clatrine. La clatrine, c'est très important. Alors, la clatrine, contrairement à la cavéoline, ce sont en fait simplement des revêtements, un revêtement de véhicule. La clatrine, elle empêche, si vous voulez, l'interaction avec le cytosquelette. Donc, pour que ma vésicule puisse se déplacer à l'intérieur de mon cytosol, il faut qu'il y ait interaction de ma vésicule avec le cytosquelette. S'il n'y a pas d'interaction de ma vésicule avec le cytosquelette, la vésicule ne peut pas se déplacer. Or là, dans le cas de la clatrine, la clatrine empêche l'interaction du cytosquelette avec la vésicule. Et comme elle empêche l'interaction du cytosquelette avec la vésicule, elle doit être déshabillée. Si elle n'est pas déshabillée, alors la vésicule ne pourra pas bouger. Donc là, dans le cas de la clatrine, on va avoir un phénomène de recrutement de dynamine. Donc la dynamine, c'est une protéine G monomérique. Ok, c'est la protéine G monomérique. Au fur et à mesure qu'on la recrute, donc ça c'est deux protéines ici. Au fur et à mesure qu'on la recrute, la vésicule va s'invaginer. Et dès qu'on va avoir une hydrolyse ici, donc une hydrolyse, attention, pour les protéines G monomériques, on va avoir une hydrolyse pas de l'ATP, mais du GTP. C'est très important de retenir ça. C'est une hydrolyse du GTP. Alors ici, mes protéines G monomériques vont cliver cette partie-là et ça va former ma vésicule. Okay, donc c'est pour ça que l'on recrute des protéines G monomériques ici. Donc dès qu'il y a hydrolyse du GTP, il va y avoir formation de vésicule. Donc là, ma vésicule va arriver à se lier à mon endosome. Et l'endosome, c'est une autre partie de la cellule qu'on va voir juste après. Donc là,
pour la cavéoline, c'est un autre type de revêtement. Sauf que là, pareil, elle a besoin de dynamine, donc protéines G monomériques, hydrolyse du GTP pour pouvoir détacher ma vésicule de ma membrane plasmique. Sauf que là, ici, ma cavéoline, elle n'a pas besoin d'être déshabillée car elle ne gêne pas l'interaction avec le cytosquelette, ce qui est différent de la clatrine. Étant donné qu'elle ne gêne pas l'interaction, eh bien, tout simplement, on n'a pas besoin de la déshabiller. Surtout que la clatrine, elle n'est pas à l'intérieur même de la vésicule, elle est en fait, si vous voulez, tout autour. Donc, on peut la déshabiller. Alors que là, la cavéoline, elle est intégrée dans la membrane de ma vésicule. Donc, si je détruis ma cavéoline, je vais détruire ma vésicule, ce qui n'est pas l'objectif. Donc là, on ne déshabille pas la cavéoline, contrairement à la clatrine. Là, on va avoir pareil de la dynamine sans revêtement. Et là, on n'a pas besoin de protéine G monomérique. C'est une autre protéine G ou même elle se détache toute seule. La phagocytose, c'est à la place d'avoir une invagination de la cellule, on va avoir en fait la membrane plasmique qui va former des voiles hyaloplasmiques. Donc les voiles hyaloplasmiques, en fait, c'est la membrane plasmique qui se déforme et qui vient choper, en fait, si vous voulez, le matériel qu'il y a en extracellulaire pour le faire entrer en intracellulaire. Donc c'est super important d'avoir ça. OK? Donc ça, c'est les différents mouvements en fait, de la membrane plasmique, donc les différents transports membranaires avec mouvement de la membrane plasmique. Contrairement à ce que l'on a vu tout à l'heure, ça servait de transport membranaire, mais sans mouvement. OK? Donc c'est super important. Retenez bien, dans ce cas-là, donc on a la dynamine, qui est une protéine G monomérique, qui avec donc les protéines G, donc leur caractéristique, c'est qu'elles hydrolysent du GTP pour fonctionner. Donc vous verrez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est dans le compartiment cytosolique, on vous détaille les différentes protéines G monomériques et hétérotrimériques. Donc l'hétérotrimérique, elle est composée de 3 sous-unités, alors que les monomériques, elles fonctionnent seules. Donc la dynamine, elle fait partie d'une protéine G monomérique. Elle hydrolyse le GTP pour venir détacher. La clatrine, elle a besoin d'être déshabillée, donc tout simplement par hydrolyse du GTP. Lorsqu'il va y avoir hydrolyse aussi du GTP à l'intérieur de ma clatrine, la vésicule va pouvoir se déshabiller. Alors que là, la cavéoline, elle ne se fait pas déshabiller. Ok? Très important de retenir ça. Alors, ce schéma, il est super, super important. Je crois qu'il est déjà tombé. En plus, on en a. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup, beaucoup de questions à poser dessus. Alors, c'est quoi d'abord le LDL? Le LDL, vous avez vu au premier semestre, je crois, dans le cours de lipides, que le LDL, c'est en fait, on est venu complexer le cholestérol à l'intérieur de phospholipides. Vous savez que le cholestérol, c'est quelque chose de hydrophobe, donc de lipophile, simplement c'est du gras. Il ne peut pas circuler dans mon sang de manière normale. Ok, le plasma, c'est un milieu qui est hydrophile. Il ne peut pas venir circuler de manière normale. Donc, comment on fait? On envoie le cholestérol à l'intérieur de mon foie, on le complexe avec des phospholipides, et il en ressort du LDL. Le LDL, lui, va pouvoir circuler dans le sang, car il est, entre guillemets, plus hydrophile que le cholestérol pur. Comment il va passer à l'intérieur de ma cellule, le LDL? C'est très simple. Le LDL, il va venir, il circule dans le sang. Il arrive à la bord d'une cellule. Il y a un récepteur au LDL ici. Ok, donc il circule, il circule. Il voit le récepteur au LDL, il se fixe à l'intérieur. Le récepteur, il se diffuse dans la membrane et au bout d'un moment, dès qu'il arrive au niveau d'un puits recouvert, aussi, oui, faites attention, les puits recouverts, c'est un lieu qui est riche en clatrine, alors que les radolipidiques, que je vous ai mis là, c'est un lieu qui est riche en cavéoline. Ok? Donc c'est très important de retenir ça. Puits recouvert, c'est riche en clatrine, alors que radolipidique, c'est riche en cavéoline. Donc là, on va avoir une diffusion dans la membrane. On va avoir une insertion des récepteurs au LDL dans mon puits recouvert, donc qui est recouvert simplement de clatrine. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de dynamine, donc protéine G monomérique, plus GTP. Hydrolyse du GTP par la dynamine, la vésicule s'est détachée. OK? Donc, on a une vésicule qui est recouverte de clatrine. Pour internaliser mes récepteurs au LDL, je vais devoir tout simplement avoir une vésicule de clatrine. Je ne peux pas internaliser les récepteurs au LDL par une vésicule de cavéoline. Donc, j'ai besoin de la clatrine. Comment ça fonctionne? Mes récepteurs ici, ils se font internaliser
par une vésicule de clatrine. Hydrolyse du GTP, j'ai ma vésicule de clatrine. Attention, encore une fois, ma vésicule de clatrine, elle gêne l'interaction avec le cytosquelette. Étant donné qu'elle gêne l'interaction avec le cytosquelette, elle est obligée de se faire déshabiller. Donc d'enlever le revêtement. Donc on va enlever le revêtement de clatrine. Comment on va enlever le revêtement de clatrine? Parce que l'on appelle des protéines chaperones. Les protéines chaperones, on l'a vu au premier semestre dans le cours de protéines, on a vu que ça servait notamment de conformation des protéines. Ça permettait de venir conformer mes protéines. Sauf que là, les protéines chaperones, elles ont aussi un autre rôle. Ça permet de venir déshabiller les vésicules. Donc les HSP70, c'est une protéine chaperone, donc 70 parce qu'elle pèse 70 kDa. Sauf que les protéines chaperones, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles utilisent de l'ATP. S'il vous plaît, ne confondez pas, s'il vous plaît, les deux. Le GTP, c'est pour tout ce qui est protéines G monomériques, c'est donc pour la dynamine, par exemple, protéines G hétérotrimériques, c'est très important. Alors que les protéines chaperones, ils vont utiliser tout ce qui est ATP. Ok, donc vraiment l'ATP, donc l'HSP70. Pour pouvoir venir déshabiller ma vésicule de clatrine, elle gêne l'interaction avec ma vésicule, alors la cellule va venir, elle fait appel aux protéines chaperones, aux HSP70. Les HSP70, ils vont venir hydrolyser de l'ATP, ils enlèvent la clatrine, donc ils déshabillent ma clatrine. Ma vésicule, elle va être comme ça à l'intérieur voilà, elle va être comme ça à l'intérieur de ma cellule, et elle va enfin pouvoir fusionner avec mon endosome. À l'intérieur de mon endosome, ils sont détachés. Le récepteur et le LDL sont détachés, car tout simplement, à l'intérieur de l'endosome, il y a un pH qui est très acide. L'endosome, ça fait partie du système endomembranaire. En fait, si vous voulez, c'est un organite par lequel passent les récepteurs au LDL pour pouvoir se faire, enfin, pas les récepteurs au LDL et les LDL, pour qu'il y ait une dissociation des deux et pour que le LDL se fasse hydrolyser. La pompe H plus ATPase, elle est là pour vous montrer aussi que à l'intérieur du LDL, de l'endosome, il y a vraiment un pH qui est très acide. C'est pour ça que les récepteurs et le LDL se détachent et qu'il va y avoir dans l'endosome une hydrolyse du LDL. Il existe deux types d'endosomes. On ne vous le détaille pas ici parce qu'on vous le détaille, je crois, dans le système endomembranaire, le cours. On a l'endosome euh, précoce et l'endosome tardif. L'endosome précoce, il est moins acide que l'endosome tardif, mais il faut la vésicule passe d'abord par l'endosome précoce et après par l'endosome tardif. Ok. Donc là, on a notre pompe H plus ATPase. Donc on a notre endosome qui est très acide, et dissociation du complexe LDL récepteur. Et donc à l'intérieur de mon endosome, il va y avoir une partie de mon hydrolyse des LDL. Ok. Au fur et à mesure, mes récepteurs, eux, ils vont vouloir être recyclés. Sauf que soit mes LDL sortent de mon endosome, soit ils vont vers le lysosome. Le lysosome, c'est un autre complexe du système endomembranaire. Le lysosome, là, c'est l'endroit le plus acide de la cellule. Je crois qu'il y a un pH très, très, très acide. Si je ne me trompe pas, c'est un pH inférieur à 5, je crois. Donc, c'est très acide. Et c'est l'endroit le plus acide de la cellule. Donc, si ça va dans le lysosome, c'est pour venir compléter et finir mon hydrolyse. Donc là, mon hydrolyse, elle a commencé à l'intérieur de mon endosome. D'abord par l'endosome précoce et après par l'endosome tardif. Et après, une fois que j'ai fini mon hydrolyse enfin, que mon hydrolyse elle a bien commencé à l'intérieur de mon endosome, je vais aller dans mon lysosome pour pouvoir finir l'hydrolyse. Et c'est grâce au lysosome que l'hydrolyse va pouvoir être terminée. Donc là, les récepteurs au LDL, ils vont aller dans mon lysosome, ok? Sauf que là, soit nous, on va avoir une internalisation des récepteurs à l'intérieur du lysosome pour pouvoir les détruire, soit on va avoir un bourgeonnement de mon endosome pour former une vésicule. Cette vésicule-là, elle va permettre une exocytose pour pouvoir rapporter mes récepteurs à l'intérieur de la membrane. OK? Donc là, on a eu une endocytose des récepteurs pour pouvoir apporter les LDL à l'intérieur de mon endosome. Et là maintenant, les récepteurs n'ont plus de LDL, donc ça ne sert à rien qu'ils restent à l'intérieur de la cellule. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Un bourgeonnement de l'endosome, puis une exocytose. OK? Au niveau de la membrane plasmique. Ce qui est important à connaître, bon là pour l'instant déjà, si vous retenez tout ce que je vous ai dit déjà jusqu'à là, c'est déjà très très bien. Vous avez c'est une avance de fou. Euh,
là, normalement, vous voyez que à l'intérieur, on a une extrémité C-terminale ici, une extrémité N-terminale ici. Donc, on a une extrémité extracellulaire et une extrémité intracellulaire. Il faut savoir que mon extrémité intracellulaire et mon extrémité extracellulaire restera toujours la même au cours du voyage du récepteur. C'est-à-dire que l'extrémité C-terminale ne pourra en aucun cas être à l'intérieur de ma vésicule. Et mon extrémité N-terminale ne pourra en aucun cas être à l'extérieur de ma vésicule. C'est interdit. C'est comme ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, le milieu extracellulaire, il a une conformation spécifique. Le milieu intracellulaire, il a une conformation spécifique. Donc, il ne pourra pas y avoir d'échange, entre guillemets. Et il faut savoir qu'à l'intérieur de ma vésicule, étant donné qu'il y a une endocytose, l'endocytose, ça prend le milieu extracellulaire. Donc, l'intérieur de ma vésicule, ça correspond au milieu intracellulaire, contrairement à l'extérieur de ma vésicule, qui est le milieu intracellulaire. Donc, en fait, si vous voulez, tout ce qui est l'extrémité N-terminale de mon récepteur restera toujours à l'intérieur de ma vésicule, contrairement à mon extrémité C-terminale qui, lui, est intracellulaire. Donc, il va rester à l'extérieur de ma vésicule. C'est très important. OK. Il ne pourra jamais y avoir une inversion d'extrémité N-terminale et d'extrémité C-terminale. Donc là, on a un recyclage des récepteurs. Hop, recyclage des récepteurs. Et donc, le cycle va pouvoir recontinuer. Donc, récepteur des LDL, le LDL va pouvoir se refixer dessus, puis recouvert, clatrine, endocytose, endosome, lysosome et recyclage des récepteurs. OK? N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Donc, ce schéma-là, il est très, très intéressant. On peut vraiment poser toutes les questions possibles. Je me rappelle, moi, si je me souviens bien, Objectif Pass, il posait la question, ça, c'est, donc je sais qu'il mettait là, il mettait pas le LDL, il mettait 1, il mettent c'est un complexe de cholestérol. Forcément, c'est oui. Là, ils nous mettent, c'est une protéine G, donc là, ils barrent ça, ils nous mettent 2, protéine G monomérique. Protéine G monomérique, celle-ci utilise de l'ATP. Forcément, c'est faux, elle utilise du GTP. Et pareil, là, ils nous font le piège, 3, ça, c'est une protéine chaperone qui utilise du GTP. C'est forcément faux, ça utilise de l'ATP. Donc, il faut faire attention à tous ces petits détails. L'ATP pour les protéines chaperones, les protéines G monomériques pour le GTP. Il faut faire très, très attention. Il ne faut pas du tout se tromper avec tout ça. OK? Mais ça, c'est au fur et à mesure de voir les cours, au fur et à mesure du programme que vous comprendrez tout ça. Donc là, on a dit qu'au niveau du puits recouvert, on avait la clatrine. Donc attention, la clatrine, elle a besoin d'être déshabillée par une protéine chaperone avec de l'ATP. Et au niveau du radolipidique, on va avoir de la cavéoline. La cavéoline, elle agit toujours en dimère. OK? Et la cavéoline, elle a cette forme-là. OK? Une forme un peu, elle est intramembranaire. Enfin, elle passe par la membrane, mais mais elle ne la traverse pas. Il faut savoir qu'on a un radolipidique. À l'intérieur du radolipidique, on a différentes choses. On a notamment du cholestérol, des protéines G. Voilà, ici, par exemple, on a une protéine G hétérotrimérique, parce qu'on a la 3 sous-unités, alpha, bêta et gamma. On a du NO-synthase. Le NO-synthase, vous verrez dans communication intercellulaire à quoi il sert. Le NO-synthase, vous verrez, ça va servir à produire notamment du NO. Le NO, ça permet une vasodilatation, donc une relaxation des muscles lisses, tout ça. Donc vous verrez tout ça. On a des récepteurs membranaires liés à un GPI. Donc, le GPI, c'est un glycosylphosphatidylinositol. On a la cavéoline qui est très importante. Forcément, c'est au niveau du radolipidique. Okay, le radolipidique, c'est là où il va y avoir notamment de la cavéoline. La cavéoline, elle est toujours en dimère. Là, pareil, on va avoir un bourgeonnement d'une cavéole. La cavéole, elle va commencer à se faire. On retrouve un protéine G hétérotrimérique ici, qui est liée par ma membrane plasmique par un acide gras. Ce genre de zigzag là que vous voyez, c'est un acide gras. Donc, ma cavéole ici, ça permet, la cavéole, ça va permettre notamment ça va permettre d'internaliser mes récepteurs avec mon ligand qui s'est fixé dessus. Pareil, on va commencer par avoir un bourgeonnement. On va avoir recrutement de dynamine, donc une dynamine, deux dynamines, tout ça. Et lorsqu'il va y avoir hydrolyse du GTP par la dynamine, la cavéole va pouvoir se détacher et il va y avoir un transport dans le cytosol. Je rappelle que la cavéole n'a pas besoin d'être déshabillée parce qu'elle ne gêne pas l'interaction avec le cytosquelette, contrairement à la clatrine. La cavéole, elle va suivre le même chemin après que la clatrine. Cavéole, elle va aller directement dans l'endosome. Sauf, elle ne va pas se faire déshabiller parce que ça ne sert à rien. Donc, c'est super important de retenir ça. Donc, cavéoline, on ne la déshabille pas.
car tout simplement, la cavéoline, en fait, c'est la protéine, la cavéole, c'est une vésicule qui est formée de cavéoline. Donc, on ne la déshabille pas car elle ne gêne pas l'interaction avec la membrane plasmique. On la retrouve dans tout ce qui est radiolipidique, donc dans lequel on retrouve du NO-synthase, des protéines G hétérotrimériques. Et la clatrine, on la déshabille, on la retrouve au niveau d'un puérocouvert. On la déshabille à partir de protéines chaperones, donc HSP70, qui utilisent de l'ATP. Et ça va aller dans l'endosome comme le macaviol. Attention, bon, ça, je vous le dis, mais bon, ça tombe rarement. Et on nous dit que lorsque la dynamine est mutée, donc lorsque dans le corps, on a un problème avec la dynamine, donc la protéine G monomérique, on va avoir un recrutement de dynamine sans avoir hydrolyse du GTP. Donc en fait, si vous voulez, ma vésicule ne se formera jamais, ce qui est un problème pour tout ce qui est apport énergétique à l'intérieur de ma cellule. Donc là, on va avoir tout ce qui est, en fait, on vous montre le chemin des différentes vésicules. On va avoir par exemple ma cavéole. Donc on voit ici, donc si on a une cavéole ici, on est au niveau d'un radiolipidique. On a ma clatrine qui est ici. Donc on va être forcément au niveau d'un puits recouvert. On va avoir une endocytose, revêtement de cavéoline. Ici, on n'a plus de revêtement. Pourquoi? Parce qu'on a encore une fois déshabillé ma clatrine. Ça gêne l'interaction avec mon cytosquelette, donc je déshabille ma clatrine. Ça va aller dans l'endosome, pareil, comme on a montré ici. Ou le phagosome si j'ai une phagocytose. Si, voilà, par exemple ici, voilà, je vais venir faire hydrolyser mes récepteurs, mes LDL, ok? Donc, si je suis dans le cas de revêtement à clatrine, je viens faire endocyter mes récepteurs au LDL et mes LDL, je vais commencer par hydrolyser mes LDL. L'hydrolyse, elle se finit dans le lysosome, donc qui est un autre compartiment du système endomembranaire, alors que mes récepteurs, eux, vont être exocités à la membrane. Ok? Ou sinon, à la place que mes LDL, par exemple LDL ou autre matériel que j'ai endocyté, aille au lysosome, je vais aller vers le Golgi, et du Golgi, je vais aller vers le RE, et du RE vers le cytosol. Ce mouvement-là, ça s'appelle, je ne sais pas si hier vous avez vu, ce que l'on appelle le flux membranaire vectoriel et permanent, le FMVP. Le FMVP, normalement, ça va du RE au Golgi, à l'endosome, donc soit au phagosome, et au lysosome. Ça, c'est le flux membranaire vectoriel et permanent. Ce schéma-là qu'on vous montre, ça montre le sens inverse du FMVP, c'est-à-dire du flux membranaire vectoriel et permanent, parce que ça fait vraiment le chemin inverse. Ok? Voilà, donc on nous dit que le matériel internalisé peut être délivré au compartiment suivant via les endosomes à l'appareil de Golgi, et de là au réticulum endoplasmique puis au cytosol, soit au compartiment lysosomal, soit au cytosol directement, après traverser la membrane d'enveloppe des endosomes et lysosomes, soit à la membrane plasmique par exocytose. Ok? Donc, en gros, là, on vient de voir comment est phagocyté, ou plutôt endocyté, on a plus vu une endocytose dans notre cas, par une vésicule de cavéole ou par une vésicule de clatrine. Ok, c'est très important très important de retenir ce genre de choses. Donc maintenant, on a endocyté, Golgi, RE, c'est passé par l'endosome ou le lysosome. Ok. Maintenant, on vient de voir tout ce qui est endocytose. On va voir ce qui est très important. On va voir l'exocytose. Donc, c'est lorsque je vais vouloir exporter soit à l'extérieur de ma membrane plasmique, soit pas forcément à l'extérieur, mais le mettre dans ma membrane plasmique. Donc, l'exocytose, la cellule expulse vers l'extérieur du matériel. Il existe une exocytose provoquée ou régulée. Mon exocytose provoquée ou régulée, elle a besoin d'énergie, donc elle se déclenche sous l'effet d'un signal. Donc, par exemple, une augmentation de la concentration en calcium, c'est mon signal. Ou sinon, constitutive. L'exocytose constitutive, c'est la cellule, en fait, elle apporte continuellement des composants à la matrice, donc en fait, elle n'a pas besoin forcément de signal pour être réalisée. Attention, ce n'est pas parce que elle n'a pas besoin de signal pour être réalisée qu'elle n'a pas besoin de calcium. Le calcium, est utile dans les deux cas, à la fois pour mon exocytose provoquée et à la fois pour mon exocytose constitutive. C'est super important qu'il y ait le calcium dans les deux cas. Par contre, le calcium, il sert de signal dans le cas de mon exocytose provoquée, alors que pour le cas de mon exocytose constitutive, il sert à autre chose.
il sert à autre chose parce que ça sert notamment à cliver une protéine qui est devant la membrane plasmique, elle n'est pas représentée ici. Vous la verrez en fait pareil dans le cytosquelette, dans le chapitre de cytosquelette. Dans le chapitre de cytosquelette, vous le verrez. Il y a en fait une protéine qui vient empêcher le transport de vésicules et le calcium, ça va permettre notamment de cliver cette protéine-là et donc d'exporter ma vésicule à ma membrane plasmique. Donc c'est très important qu'il y ait du calcium dans les deux cas, mais mon signal pour mon exocytose provoquée, c'est l'augmentation de calcium. OK? Donc comment ça se passe ici en fait? On va avoir soit un signal qui va être chimique, soit un signal qui va être électrique. Je ne sais pas si Dan vous l'a dit hier, ce genre de protéine-là, ben c'est un récepteur qu'on appelle le RCPG, récepteur, c'est un récepteur membranaire tout simplement. C'est un RCPG en fait, si vous voulez, et c'est grâce à lui qu'il va y avoir notamment des protéines G hétérotrimériques. OK? Donc, c'est ce récepteur-là qui dit les protéines G hétérotrimériques. Donc, avec les trois sous-unités, comme on a vu tout à l'heure. Et je rappelle que les protéines G hétérotrimériques sont présentes au niveau des radiolipidiques. OK? Donc là, on va avoir soit un signal qui va être chimique, soit un signal qui va être électrique. Donc, signal chimique, on va avoir mon ligand qui va venir se lier à mon récepteur. Vous verrez que là, il va y avoir un phénomène d'endocytose à ce niveau-là. Ça va aller vers les sites du stockage du calcium, RE, Golgi, enveloppe nucléaire. Vous verrez que l'enveloppe nucléaire, en fait, si vous voulez, c'est du RE discontinu, RE organisé d'une certaine manière. Et l'enveloppe nucléaire, le Golgi et le RE, c'est là où il va y avoir stockage de calcium. Stockage de calcium, ça va aboutir notamment, on va venir sortir mon calcium de mes sites de stockage. On va avoir un signal électrique, donc canal potentiel dépendant, c'est-à-dire que je vais avoir un potentiel d'action qui va venir. Mon potentiel d'action va venir engendrer du calcium, enfin, va venir engendrer un signal électrique. Ça va permettre de faire entrer du calcium à l'intérieur de ma cellule. OK? Donc, c'est comme ça que ça va marcher. Donc, on va avoir une augmentation de la concentration en calcium. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir tout simplement le flux membranaire vectoriel et permanent. Donc, le FMVP, ça va aller du RE, ça va aller du Golgi. Donc, j'aurai une maturation de ce que je veux exporter. Mes grains de sécrétion, vésicules ou tubules, ils sont exportés via le cytosquelette et l'énergie. Donc là, ils sont exportés à la membrane plasmique. On a soit une exocytose qui va être notamment provoquée pour si on a une augmentation de la concentration de calcium, donc c'est-à-dire qu'on va avoir le signal qui est nécessaire, soit on va avoir une exocytose constitutive, donc on a besoin de calcium et pas forcément d'une augmentation de calcium. Okay, à l'intérieur et donc on va avoir un apport continu à la membrane plasmique, matrice ou lymphosome. OK. Est-ce que vous avez des questions encore ou pas du tout? Il ne nous reste plus qu'un schéma à détailler ensemble et on a fini. C'est bon pour tout le monde? Sûr? Ok, bon, on continue. Donc là, on a vu tout ce qui était endocytose et là, on a vu ce qui était l'exocytose. Ok? Donc RCPG, on a, c'est très important. Bon, là, je vous le dis maintenant, mais je crois que c'est la protéine G hétérotrimérique alpha-Q. L'alpha-Q, elle va venir utiliser la phospholipase C. Je vous en ai parlé tout à l'heure quand je vous ai parlé de IP3. C'était au niveau des connexines, je crois. Ouais, c'est là. IP3. Donc, c'est un second messager. Donc, l'alpha-Q, en fait, elle va activer, c'est une protéine G hétérotrimérique qui va venir activer le RCPG. OK? Ça active le RCPG. Et c'est une protéine G hétérotrimérique, ça va activer la phospholipase C. La phospholipase C, ça va venir cliver différents phospholipides. Ça va être à l'origine euh, de deux seconds messagers. Je trouve le mot. De deux seconds messagers. Donc, ça va être DAG et IP3. On a au niveau, le DAG, il va agir à différents niveaux et IP3 va venir se fixer sur son récepteur à IP3. Je ne sais pas si je vous le montre ici. Non, on ne le montre pas. Il va venir se fixer sur le récepteur IP3 qui est présent au niveau du RE, au niveau du Golgi, au niveau de l'enveloppe nucléaire et qui va pouvoir libérer du calcium avec DAG. Donc, c'est grâce à ça qu'on va avoir une augmentation de calcium à l'intérieur si on a un signal chimique. Si on a un signal électrique, c'est mon calcium qui va
si on a un signal électrique, le calcium il va rentrer par canal Ca2+, potentiel dépendant. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde normalement? Si vous n'avez pas de questions, on continue. Hop. Alors, le dernier schéma, j'ai une question. Est-ce que Dan vous a fait ce schéma hier ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Vous me dites si Non, on l'a pas fait. vous ne l'avez pas fait? Ok, alors je vous le détaille juste avant de faire celui-là. Alors en gros, ça, c'est comment est formée une protéine. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a différentes protéines. Soit on a des protéines cytosoliques, soit on a des protéines qui vont être membranaires. Donc lorsque je vais avoir une protéine membranaire ou cytosolique, c'est en fait c'est en fonction de ce que l'on a eu au départ. Au départ, on a eu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le noyau de l'ADN, phénomène de transcription. On va aboutir à l'ARN messager. L'ARN messager, il va subir le phénomène de traduction. Traduction, c'est la transformation d'un ARN messager en protéine. Donc en fait, au début de sa conformation, donc on a le ribosome qui va venir parcourir le long de mon ARN messager, et au fur et à mesure qu'il parcourt, ça va produire de la protéine au début de sa biosynthèse. Si elle n'a pas de signal d'adressage au réticulum endoplasmique. Ok, donc notez si vous voulez, parce que c'est très important que le système endomembranaire, c'est réticulum endoplasmique, donc RE, Golgi, endosome, lysosome, tout ça, c'est partie du signal, pardon, du système endomembranaire. Du système endomembranaire. Ok, si il n'a pas d'adressage au réticulum endoplasmique, alors la protéine sera une protéine cytosolique. Donc, poursuite et fin de cette biosynthèse vers le cytosol. Si à la fin de sa biosynthèse, elle a différents signaux d'adressage, elle va aller à la phase cytosolique de la membrane plasmique ou la membrane d'enveloppe du système endomembranaire. Attention, elle ne sera pas ancrée à l'intérieur, mais elle ne sera que à la phase cytosolique de la membrane plasmique. Donc là, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les protéines qui s'organisent en plaques denses, ceux-là ne sont pas ancrés dans la membrane plasmique, mais ils sont sur le versant cytosolique de ma membrane plasmique. Donc ça veut dire que eux, à la base, l'ARN messager, il était là, la protéine a commencé à se faire synthétiser, il n'y a pas eu de signal d'adressage au réticulum endoplasmique. À la fin de sa synthèse, elle a eu un signal d'adressage à la phase cytosolique de ma membrane plasmique, donc c'est pour ça qu'elle est là. OK? Pareil. Hop, ouais, il est là. Pareil pour les membranes d'enveloppe du système endomembranaire. Si en fin de biosynthèse, elle a un signal d'adressage, elle ira soit au noyau, soit au nucléole, mitochondrie, peroxysome, ces différents endroits de la cellule, et soit la phase cytosolique, la membrane plasmique et de la membrane d'enveloppe. Et si elle n'a pas de signal d'adressage à la fin de sa biosynthèse, ce sera une protéine cytosolique très simple. OK? Cependant, si au début de sa biosynthèse, elle va avoir un signal d'adressage au RE, alors il va avoir un signal d'adressage qui va être là, au début de ma protéine, qui va venir se lier avec le SRP. Le SRP, c'est une petite particule qui va venir prendre le signal d'adressage au RE et venir rentrer via le translocon. Le translocon, c'est un port aqueux. Donc, c'est-à-dire que le translocon, il va venir s'ouvrir, s'il est présent dans la membrane du réticulum endoplasmique, il va venir s'ouvrir et c'est ce qui va permettre à la protéine de rentrer à l'intérieur du réticulum endoplasmique et donc d'aboutir à l'intérieur de mon système endomembranaire. C'est super important de retenir ça parce que grâce à ça, par exemple, si je vous demande maintenant, elle est dans la membrane par exemple, la membrane plasmique, ça fait partie de mon système endomembranaire. Donc, si ma protéine, elle est dans la membrane plasmique, ben, tout simplement, ça veut dire qu'elle a eu un signal d'adressage au réticulum endoplasmique, qu'elle est passée par le réticulum endoplasmique, le Golgi, tout ça, et qu'elle est restée dans mon système endomembranaire. OK? Vu qu'elle est dans ma membrane plasmique. Donc, ça veut dire qu'obligatoirement, si elle est dans ma membrane plasmique, si elle est dans mes réticulum endoplasmique ou dans mon Golgi, elle a eu forcément, au début de sa biosynthèse, un signal d'adressage au RE. Ou sinon, elle aurait été cytosolique ou ces différents endroits-là qu'on a vus tout à l'heure. OK? Donc, c'est super, super important de retenir ça. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? OK. Donc là, il faut savoir que la majeure partie des protéines, enfin la quasi-totalité des protéines, leur synthèse débute
les protéines nucléaires. Je précise bien nucléaires parce que vous verrez qu'il existe des protéines mitochondriales, parce que dans la mitochondrie, il y a de l'ADN. Il y a de l'ADN, donc toutes les protéines nucléaires ont démarré leur synthèse à l'intérieur du cytosol. Donc, c'est-à-dire que avec ou sans signal d'adressage, leur début de biosynthèse est dans le cytosol, et c'est le signal d'adressage qui va dire est-ce que je vais dans le système endomembranaire ou est-ce que je reste dans le cytosol. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon, on peut faire ce schéma, au moins vous allez mieux le comprendre. OK. Alors, là, on est au niveau du cytosol. OK? On est au niveau du cytosol, on a un début de protéosynthèse qui se fait dans le cytosol, et après, on va avoir mon signal d'adressage. Mon signal d'adressage qui va être capté par mon SRP. Donc, j'ai une entrée via le translocon, donc, qui est le pore aqueux qui est présent dans la membrane du réticulum endoplasmique. Donc, entrée via le translocon dans mon réticulum. OK? Donc, ça passe à l'intérieur de mon réticulum. Il va y avoir une feinte de protéosynthèse et une N-glycosylation. Donc, on va rajouter des sucres via une N-glycosylation. C'est-à-dire qu'on va lier le sucre à mon asparagine, si je ne me trompe pas. Et on va avoir une synthèse de phospholipides et une modification des sucres. Ça va passer dans le Golgi. Le Golgi, c'est à l'intérieur du Golgi qu'on va avoir une O-glycosylation, une modification des sucres et une synthèse des sphingolipides. Donc, dans le RE, on aura une N-glycosylation. Dans le Golgi, on aura une O-glycosylation. Attention, faites bien la différence. Une fois qu'on a fini le Golgi, ça va être exporté donc, par les tubules à FAP. Donc, FAP, c'est un autre revêtement. On n'en a pas vu encore, mais vous allez le voir aussi dans le système endomembranaire. Donc, les tubules à FAP, pareil, comme la clatrine, ça gêne l'interaction avec le cytosquelette. Donc, il faut la déshabiller. Là, on va avoir un revêtement à cavéoline. Pas besoin de le déshabiller. On va avoir une exocytose constitutive, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on va apporter de manière permanente à la membrane plasmique ou à mon milieu extracellulaire. Donc, via le flux membranaire vectoriel et permanent, il a bien suivi le flux membranaire vectoriel et permanent, vu qu'il est passé par le RE, le Golgi, et après il est parti à la membrane plasmique. Donc, il a bien suivi mon FMVP. OK. Donc, pareil, c'est pareil pour la synthèse des précurseurs, sucre et lipides, ça va passer par le RE, le Golgi, tubule Fab, cavéoline, exocytose, et ça va aller à la membrane plasmique. Cependant, si on va avoir une synthèse des protéines périphériques de la face cytosolique, donc c'est-à-dire que là, si on a la face cytosolique de la membrane plasmique, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, jamais elle devrait être exportée à la membrane plasmique, mais vu qu'ici, elle n'a pas eu de signal d'adressage, mais à la fin de sa biosynthèse, elle a eu un signal d'adressage spécifique, alors elle peut être envoyée à la face cytosolique de ma membrane plasmique. Mais cette protéine-là ne sera pas transmembranaire. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas transpercer la membrane plasmique parce qu'elle n'a pas eu le signal d'adressage au RE. Il n'y a que les protéines qui ont eu un signal d'adressage au RE qui vont pouvoir être transpercées par la membrane plasmique. Là, ces protéines-là, qui vont être périphériques de la face cytosolique de la membrane plasmique, elles ont eu un signal d'adressage spécifique à la fin de leur biosynthèse. Mais sinon, elle n'a pas eu de signal d'adressage spécifique au RE. OK. Pareil pour le cholestérol. Vous verrez que le cholestérol, il se produit grâce à la mitochondrie et grâce à la face cytosolique du REL, donc le réticulum endoplasmique lisse, pardon, excusez-moi, et grâce au cytosol. Et à ce niveau-là, une fois qu'on a des synthèses des protéines périphériques, la face cytosolique et du cholestérol, ça va pouvoir être exporté à la membrane plasmique. Donc c'est pour ça qu'on nous dit en fait que la totalité des protéines elle s'est divisée en deux en fait. Il y a la synthèse cytosolique et une partie qui se passe dans le système endomembranaire où certaines protéines vont être glycosylées. Et on a une N-glycosylation dans le REG et le REL, une O-glycosylation dans le Golgi. On va avoir une modification des protéines, en fait, tout au fur et à mesure en fait, du REG et du Golgi. Il y a la formation des vésicules qui sont transportées à la membrane par exocytose constitutive, donc c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, exocytose constitutive, elle a besoin de calcium, mais elle n'a pas besoin de signal. Donc, c'est exporté de manière continue à la membrane plasmique. Donc, elle est soit recouverte de cavéoline, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau d'un radolipidique. Radolipidique, on a dit qu'on retrouvait des protéines G hétérotrimériques aussi, et du NO-synthase. Donc, c'est au niveau du radolipidique. Et elle n'a pas besoin d'être déshabillée parce qu'elle ne gêne pas l'interaction avec le cytosquelette. Et les tubules à FAP, ils doivent être déshabillés. Donc, on a une production de protéines véhiculées jusqu'à la membrane plasmique dans les compartiments, tubules recouverts de FAP. Ici, on voit le FMVP, donc le flux membranaire vectoriel et permanent, qui concerne
la sécrétion constitutive. Les tubules qui émanent du Golgi sont recouverts de fibres qui se déshabillent avant de fusionner avec la membrane plasmique, ce qui est normal, encore une fois, car elle ne peut pas fusionner normalement. Ok. Donc c'est super important, regardez. Maintenant, j'ai essayé de vous détailler au mieux ce que je connaissais sur le cours de membrane plasmique. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vraiment, parce que la biologie cellulaire, vous ne pouvez pas y arriver. Vous ne pouvez pas y arriver seul. Le top, c'est que vous essayez de regarder les vidéos de Dan. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube de Dan. Il explique vraiment, vraiment super bien la biologie cellulaire. Donc vraiment, regardez bien ces vidéos si vous avez des questions, enfin si vous avez un doute ou quoi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, il n'y a aucun problème. S'il faut même, vous m'envoyez le cours et je revois le cours en deux bien pour vous répondre. Donc il n'y a aucun souci. Vraiment, il faut vraiment, vraiment ne pas hésiter à demander de l'aide sur cette matière, surtout quand c'est le début. Quand c'est le début, vous n'avez pas toutes les bases parce que vous n'avez pas encore fait tous les chapitres, tout ça. Donc si vous avez besoin d'aide, surtout n'hésitez pas, il n'y a aucun souci. Dan aussi, je me rappelle, l'année dernière, je lui ai envoyé plein de messages quand j'avais des doutes ou quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Vraiment, c'est super important. OK? Je pense que là, Dan va. Enfin, peut-être qu'il va vous essayer de vous envoyer quelques QCM. Et le problème des QCM dans biologie cellulaire, c'est qu'ils mélangent beaucoup de chapitres. Donc, c'est-à-dire que sur ce schéma-là, je peux mélanger du système membranaire, du cytosquelette, plein de choses. Donc, c'est ça le problème des QCM. Donc, je ne sais pas si vous pouvez faire les QCM encore aujourd'hui, enfin, si vous allez pouvoir les faire aujourd'hui, mais si vous allez pouvoir les faire, vraiment, entraînez-vous à fond. La biologie cellulaire, ce n'est pas une matière qu'on arrive d'entrée. Il faut vraiment bien, bien s'entraîner tous les jours. Tous les jours, faire un minimum de biologie cellulaire, bien revoir les cours, à chaque fois, bien revoir les schémas, les connaître, parce que ce n'est pas des questions de cours, entre guillemets, genre, ce n'est pas des questions de texte qu'on va vous poser, c'est bien des questions de schéma. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir, si je ne me trompe pas, le jour du concours, deux schémas. Donc, vous avez énormément de schémas qui tombent, à apprendre, et vous allez avoir que deux schémas qui vont tomber. Mais sur ces deux schémas-là, on peut vous poser plein, plein, plein de questions. Donc, c'est très important que vous connaissiez chaque légende, savoir que ça, c'est le REG, ça, c'est le REL, ça, c'est le Golgi. Très important de connaître toutes les légendes de tous les schémas. Bah après, au fur et à mesure, vous comprendrez que c'est pas très compliqué. Donc, toutes les légendes, tous les schémas, et bien revoir les cours. Parce que si, bien sûr, vous ne connaissez pas votre cours, vous ne pouvez pas répondre, même si vous connaissez tous les schémas par cœur. Et bien sûr, forcément, bien s'entraîner sur tout ce qui est QCM. Si vous vous entraînez bien sur tout ce qui est QCM, vous revoyez bien vos cours, il n'y a pas de raison que la biologie cellulaire, ça ne fonctionne pas parce que c'est une matière qui est en soi, au début, vous allez trouver ça un peu saoulant, un peu fatigant parce que vous n'allez pas avoir toutes les bases, mais au fur et à mesure, vous allez de plus en plus kiffer parce que c'est une matière qui relie tous les chapitres. Donc dès que vous allez voir quelque chose là, vous allez pouvoir faire un lien avec différents chapitres et c'est ça qui est vraiment super, super intéressant dans la biologie cellulaire. C'est pas comme dans l'UE1 ou dans l'UE3, chaque chapitre est indépendant. Là, dans l'UE9, donc la biologie cellulaire, il y a tous les chapitres qui sont un peu en lien et je trouve ça super sympa. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vraiment super important. OK? Donc là, voilà, le cours s'arrête ici. Euh, voilà. Donc, n'hésitez pas à envoyer des messages à Dan. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Il n'y a aucun problème. Passez de bonnes vacances. Continuez un peu à travailler quand même. C'est super important pour la rentrée. Et voilà. Bonne fin de vacances.